Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième émission spéciale consacrée à la géopolitique. Julien, c'est notre troisième émission, il y a beaucoup de succès. On accueille Jules Laurent, notre rédacteur en chef qui nous rejoint. On vous avait promis, après la première sur Donald Trump, la deuxième sur Elon Musk, une consacrée intégralement à la guerre en Ukraine, plutôt sur ce qui va se passer justement maintenant que Donald Trump a été élu et qu'il a promis que ce conflit serait réglé en 24 heures. Alors on va voir beaucoup de choses ensemble pendant près d'une heure. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à nous donner votre avis, parce qu'encore une fois, on y répondra. On verra également les sujets que vous souhaitez qu'on aborde dans les prochaines émissions spéciales. Et mettez un pouce bleu pour le référencement, abonnez-vous, c'est important. Alors, on va voir plein de choses aujourd'hui, tous les trois. On va pas revenir sur la guerre en Ukraine, les raisons, le pourquoi. Je pense que notre audience, elle est assez calée là-dessus. Maintenant, on va plutôt se projeter sur l'après, ça veut dire le rapport de force actuel, quel est peut-être le plan de Donald Trump, Vladimir Poutine, lui, quelles sont plutôt ses attentes, où on en est sur le terrain, et la perspective plus large par rapport à la Chine. Mais d'abord, un rapide tour de table. Je voulais avoir votre avis sur ce qui peut se passer dans les semaines prochaines, très court, et on ira ensuite dans le détail. Julien, si tu peux commencer. Eh bien, avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, il y a un changement de paradigme notable parce que les démocrates et Joe Biden, étant dans une logique de néoconservateurs, ils ont voulu pousser le plus possible l'investissement américain et occidental dans la guerre en Ukraine. Mais là, donc, avec Donald Trump qui est de retour, ça va complètement changer la donne. Je pense que durant l'émission, on va aborder le plan qu'il a échafaudé, même si on n'est pas sûr encore que c'est exactement les détails de ce dit plan, hein. Ce sont des fuites médiatiques, mais ça va dans le sens de ce qu'avait déjà annoncé J.D. Vance au cours de la campagne. Donc ce sont des informations qui semblent être assez fiables. Après, personne n'est dans la tête de Vladimir Poutine, donc ça va être difficile de savoir concrètement qu'est-ce qui va se passer, parce que y a des choses qui pour lui sont non négociables, et on va avoir le temps d'en discuter tout au long de cette émission. Et toi, Jules ? Je pense qu'il faut partir d'analyse brute du terrain de ce qui se passe en ce moment pour donner justement un chiffre. Aujourd'hui, les Russes ont repris 40% de ce qui avait été gagné dans la région de Koursk à l'été dernier. Donc en fait, on a une situation où effectivement l'Ukraine est en train de reperdre du terrain, la Russie grignote encore une fois ce terrain-là. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, si on reprend un tout petit peu de champ, il y a cette notion du soutien occidental. On l'abordait avec la question de Donald Trump, que vont faire les Occidentaux ? Mais depuis le début, on n'a jamais eu une vraie décision occidentale qui a été de faire gagner l'Ukraine. Ça a été une décision justement d'éviter que l'Ukraine perde. Et de là, il faut qu'on prenne le constat. Aujourd'hui, on a 700 000 Ukrainiens qui ont été tués ou morts. Donc ça, c'est un chiffre qui est effarant. Ouais. Mais c'est un chiffre qui est effarant, mais c'est ça la réalité ukrainienne aujourd'hui. Et du côté russe, 500 000 morts ou blessés. Donc on est dans une guerre qui est destructrice. Et aujourd'hui, Donald Trump arrive et il va falloir que le temps soit du cessez-le-feu ou d'un plan de paix durable, on aura le temps peut-être de faire la nuance entre ces deux, va arriver. Chers auditeurs, j'interromps très rapidement votre visionnage pour vous inviter à vous abonner, commenter, liker et partager cette vidéo pour nous aider pour le référencement de la chaîne. Merci beaucoup et bon visionnage. C'est vrai que sur l'aspect destructeur, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi en toile de fond derrière, on choisit toujours un peu une photo. C'était une photo que j'avais prise à l'époque, c'était justement en avril 2022, où j'avais couvert la bataille de Mariupol. Donc on peut voir sur cette photo derrière, pour la petite histoire, on voit là le théâtre, vous savez, c'était le fameux théâtre justement qui avait, on disait que les Russes l'avaient bombardé, etc. Et nous on était la première équipe occidentale à y pénétrer. Je me souviens encore avoir couru d'ici jusqu'au théâtre parce qu'il y avait des tirs, il y avait des tireurs d'élite. La bataille de Mariupol, c'était vraiment une très très grande bataille et qui incarne effectivement ce côté destructeur qu'on a vu, qui est dramatique et qui pousse aussi beaucoup de gens à se dire qu'il faut arriver vers une fin de conflit. Alors justement, la fin de conflit, Donald Trump, il en parle beaucoup. Julien, toi tu t'es penché, parce que tu es vraiment chez nous spécialiste de ces questions, notamment des États-Unis. Quel est aujourd'hui le plan de Donald Trump ? Alors, selon les infos que l'on a aujourd'hui, il y a plusieurs grands axes. Le premier, ça serait de donner le Donbass et la Crimée à la Russie, puisque ce sont deux zones... La partie du Donbass déjà occupée. Voilà, c'est ça, parce que déjà l'Ukraine en règle générale a des liens très étroits avec la Russie, puisque ce qu'on appelait la Russe de Kiev, qui est les balbutiements de la Russie moderne, se trouve en Ukraine. Donc ça serait premièrement le Donbass et la Crimée. Ensuite, ça serait créer une zone démilitarisée, comme il y a par exemple entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, avec un no man's land, une zone tampon,
avec donc des frontières délimitées et strictes. Et ensuite, et ce qui est peut-être la partie la plus importante du plan, ça serait un engagement de l'Ukraine à ne pas rejoindre l'OTAN pour une période entre 20 et 40 ans. Ça dépend des informations qu'on a, mais en tout cas, ça serait pour une longue durée, parce qu'il ne faut pas oublier une donnée essentielle, c'est que Poutine a lancé l'opération spéciale il y a de cela plus de 1000 jours, parce qu'il est obsédé par l'idée de maintenir un glacis protecteur, d'avoir des États autour de la Russie qui puissent le protéger en cas d'une invasion territoriale. Ça l'a sauvé à de multiples reprises avec Napoléon et le Troisième Reich. Donc ça, ce sont ce qui est mis sur la table pour le moment par les États-Unis. Après, il va y avoir des négociations et il est fort probable que la Russie ne va pas dire de facto oui, déjà pour une logique d'ego. Quand on vous propose un plan de paix, vous avez tout intérêt à négocier pour avoir peut-être un peu plus que ce qui est prévu, mais aussi parce qu'il y a des points de blocage significatifs qui dépassent en fait les 3 conditions que j'ai mentionnées précédemment. Comment toi, Jules, tu vois justement cette arrivée des négociations entre Donald Trump et justement Vladimir Poutine, dans ce que disait Jules, c'est-à-dire qu'on va être une confrontation, à un moment, il y a ces problématiques de est-ce qu'on n'accepte pas, quel est ton point de vue ? Je poursuis sur ce que dit Julien, dans le sens où les États-Unis se retrouvent dans une situation où ils vont devoir repenser leur théorie du grand échiquier. Vous savez, cette fameuse théorie où il y aurait le Heartland et après le Rimland. Donc le Rimland, c'est la ceinture eurasiatique qui entoure la Russie. Et pendant longtemps, la stratégie des États-Unis a été d'isoler la Russie parce que la Russie était vue comme l'ennemi, comme justement le danger direct. Mais Donald Trump, on sait très bien que depuis 2016, lui, il a une obsession, il a vraiment quelque chose sur lequel il a mis sur le devant de la table, c'est la question de Taïwan, question chinoise. Et de là, il va falloir repenser justement le fait que cette guerre a mis la Russie et la Chine justement dans une plus grande forme de coopération. Et la théorie de Vladimir Poutine, elle, a été depuis toujours de s'extraire de ce Heartland, de cette isolation. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, depuis toujours, avec la Syrie, avec l'Iran, avec la Chine, a toujours justement fait des flèches pour transpercer cet endiguement des États-Unis. Donc, tout l'intérêt aussi de ces négociations va être à la fois de trouver une bonne forme de compromis pour l'Ukraine, c'est-à-dire de réussir à assurer la sécurité ukrainienne, sans pour autant isoler complètement la Russie, c'est-à-dire pouvoir rebâtir quelque chose entre les États-Unis et la Russie, et ça, Donald Trump, c'est le seul qui est capable de le faire aujourd'hui. Je voudrais juste rebondir à quelque chose qu'a mentionné Jules et qui est extrêmement important. C'est Samuel Huntington qui, dans Le choc des civilisations, explique que si on veut gagner dans les années à venir le choc entre le bloc occidental et le bloc islamiste, ça va être extrêmement important de consolider les liens avec ce qu'il appelle le bloc orthodoxe, donc avec la Russie principalement, parce que justement l'inquiétude d'Huntington, c'était la possibilité que le bloc orthodoxe se rapproche de la Chine, ce qui est en train d'arriver de facto. Et c'était l'un des avertissements qu'il mettait à la fin du choc des civilisations. Et là, le problème, c'est qu'on est tellement allé loin dans l'investissement occidental, et encore récemment, et je pense qu'on pourra parler des décisions à la fois de Joe Biden et même d'Emmanuel Macron, que ça semble être très difficile d'imaginer que dans les années à venir, peu importe l'issue du conflit, on puisse de nouveau avoir des relations étroites avec la Russie. Il y aura toujours une sorte d'amertume qui va demeurer pendant plusieurs décennies. Alors ce qui est certain, et on l'a beaucoup dit ici, parfois on se faisait attaquer pour ça, c'est qu'effectivement la paix plus tôt, on aurait pu l'avoir. On se souvient, moi je m'en souviens très bien, c'était en avril 2022, il y avait des négociations très avancées, d'un coup il y a Bucha qui tombe, et Johnson, donc le Royaume-Uni, qui bloque toute possibilité de négociation. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'en fait, à cette époque-là, on était incapable de voir que les Russes, même s'ils n'avaient pas été très bons au début, seraient organisés, qu'ils étaient véritablement motivés. Oui, il y a toujours des déserteurs, des deux côtés d'ailleurs. Il y a toujours des gens qui se sentent obligés d'aller combattre, des deux côtés. C'est toujours comme ça. Il n'y a qu'en France qu'on a inventé un petit peu cette France résistante, avec tout le monde qui allait à la guerre, la fleur au fusil, etc. Ça n'existe pas en période de guerre. Et le problème, j'ai la sensation, c'est que à ce moment-là, on ne savait pas voir que de toute façon, au bout du compte, certaines choses comme la Crimée, par exemple, ne bougeraient jamais. Parce que, tout simplement, on a refusé de penser le conflit
comme on le pensait comme si la Russie envahissait, disons, l'Inde, quelque chose qui n'avait rien à voir, alors que cette partie du Donbass, justement, n'est pas la même chose que Kiev, n'est pas la même chose que Lviv. Et pourquoi j'explique ça? C'est qu'au final, aujourd'hui, lorsqu'on parle de négociations, finalement, j'ai la sensation d'entendre les pro-ukrainiens qui ont la position, entre guillemets, même si j'aime pas pro-russe, pro-Ukraine, mais ça permet on est entre nous, d'avoir un raccourci qui permet la liberté de parole, qui ont le discours pro-russe d'il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, ils veulent la paix, mais la paix, c'est quoi? Et ça m'amène à ça, à ma question, Julien. Dans le fond, on a quand même la sensation que dans tous les cas de figure de paix, de cessez-le-feu, non pas d'escalade, hein, bien sûr, la Crimée et cette partie du Donbass, de toute façon, va être donnée à la Russie. La seule différence, c'est est-ce que ça va être entériné véritablement dans des frontières, etc., reconnues internationalement, ou est-ce que ça va être juste dans le cadre d'un statu quo, etc., qui un jour pourra bouger? Quel est ton point de vue sur ce point? Déjà, quel gâchis. C'est-à-dire combien de vies auraient pu être épargnées si des négociations s'étaient déroulées plus tôt. Boris Johnson, il a été envoyé aussi par les États-Unis derrière. Hein. C'est-à-dire que c'est pas seulement lui, mais il faut bien comprendre que Boris Johnson, il y a un aspect psychologique par rapport au fait qu'il ait voulu à ce point soutenir l'Ukraine. C'est le fait qu'il admire profondément Churchill, et pour lui, Churchill, à juste titre, était un symbole de résistance, et il voulait être en quelque sorte le nouveau Churchill, et dire aux Ukrainiens, il faut y aller, quoi qu'il en coûte, on ne lâchera pas, comme l'a fait Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, pour avoir un peu feuilleté son autobiographie qui est sortie là récemment, on voit que c'est quelque chose qui l'obsède un peu. Donc ça, c'est pour la partie Boris Johnson. Donc oui, en fait, c'est reculer pour mieux sauter. Et surtout, c'est parce qu'au bout d'un moment donné, les Ukrainiens ont compris que certes, ils pouvaient résister de manière héroïque sur le terrain, et qu'au final, ça n'a pas été un si grand camouflet que ça pour eux. C'est-à-dire qu'ils se sont pas fait envahir en 3 jours et la guerre était pliée. En tant que nation, d'ailleurs, ils existent plus qu'avant en termes d'identité ukrainienne. C'est ça. Donc, malgré tout, la guerre, ça leur a apporté quelque chose. Et le mauvais move politique de Vladimir Poutine, c'est le fait que, en lançant cette guerre, il a regalvanisé un sentiment national chez les Ukrainiens. Et je pense qu'en fait, il a un peu sous-estimé la proportion de la population ukrainienne qui allait valider en fait la possibilité d'être... Lui-même le reconnaît parce qu'il a fini par sanctionner justement ses services de renseignement qui l'avaient mal renseigné. Et souvent, ils expliquaient ça. Moi, je me souviens, j'avais parlé avec le responsable de l'oblast de Kherson, qui 1 mois après qu'on a fait notre reportage a été pris dans un accident de voiture. Alors d'ailleurs, on pouvait penser que c'était plutôt un assassinat ciblé parce qu'il dérangeait, et qui nous disait, parce qu'on lui disait pourquoi tous ces éléments du terrain, etc., ça remontait pas à Moscou. Il disait en fait, les cadres au-dessus, ils ont peur. Donc il y avait cette problématique-là de renseignement que Vladimir Poutine a finalement vue derrière. Là où je te rejoins, c'est que pour moi, sans revenir et sans refaire l'histoire, l'erreur, c'est que il a transformé la guerre du Donbass en la guerre en Ukraine. Si c'était contenté du Donbass, on aurait continué à parler de la guerre du Donbass, ce pauvre truc un peu planqué quelque part, etc. Et la preuve, il y avait une guerre du Donbass depuis 2014, ça n'intéressait globalement quasiment personne. Donc c'est l'attaque sur Kiev, où il y a eu énormément en fait, d'Européens qui allaient à Kiev, qui allaient en échange, etc. C'est ça qui a parlé à tout le monde. Et c'est là où, d'un point de vue tactique et stratégique, il a commis une erreur. D'ailleurs, déjà, il faut rappeler que la Russie, premièrement, a quand même supporté des taux d'attrition qu'aucune armée n'est prête à supporter aujourd'hui. C'est-à-dire des taux d'attrition de 1200 à 1000 hommes à un certain moment dans la région de Kharkiv qui meurent chaque jour. C'est énorme. C'est vraiment un chiffre que très peu d'armées aujourd'hui pourraient supporter. Si on veut reprendre ce qu'on disait sur justement le fait d'avoir voulu mettre l'attention sur la question du Donbass, c'est assez intéressant parce que évidemment, dans le narratif ukrainien, il y a beaucoup de parallèles à faire avec nous, la guerre 14-18. C'est-à-dire que le narratif ukrainien parle beaucoup en fonction de chaque pays. Et nous, il nous évoque le narratif de 14-18. Évidemment, nous, il nous parle de la question de l'Alsace et de la Lorraine. C'est-à-dire que si pareil, on s'en était contenté à l'Alsace et la Lorraine, honnêtement, l'Alsace et la Lorraine, avec la question allemande, c'est aussi quelque chose qui peut être débattu historiquement. Mais ils ont fait la même erreur, c'est-à-dire que ça s'est transformé en version française, et énormément de parallèles aujourd'hui dans la propagande ukrainienne sont donnés à la France. Je prends l'exemple de la réutilisation de la figure de Jeanne d'Arc.
Ils ont énormément réutilisé dans l'armée, dans leurs signes, des signes qui parlent aujourd'hui à la France. Ils ont utilisé aussi notamment des photographes qui sont allés, par exemple, à Verdun, faire des expositions. On a des photoreporters qui ont fait des photos et qui ont fait des comparatifs entre ce qu'il y avait à Verdun, dans les tranchées, et ce qu'ils ont vu, ce qu'il y a, par exemple, derrière, à Mariupol, ou dans d'autres tranchées. On a une exposition qui est encore en cours, je crois, d'ailleurs. Il y a également tout ce qui va être attrait aux blessures de guerre. On a des blessures qui sont assez comparatives aussi à ce qui a pu arriver en 14-18, typiquement, toutes les personnes qui ont été amputées. Il me semble qu'aujourd'hui, l'Ukraine a mis en place un train spécifique d'urgence qui permet justement de soigner les amputés, parce que c'est majoritairement ça qu'ils ont sur le terrain. Donc c'est un train secret dans lequel ils soignent directement les blessés qui sont acheminés vers un hôpital. Donc en fait, dans leur narratif, les Ukrainiens, ils ont aussi réussi à sortir la question du Donbass et à en faire dans leur évidemment propagande vis-à-vis de l'Occident la question ukrainienne. Sur l'aspect historique, d'ailleurs, pour la petite anecdote, nous on se retrouvait parfois dans des tranchées qui étaient en fait les mêmes tranchées qu'en 39-45. Et les problématiques qu'il y avait notamment sur la bataille de Kharkov, justement, la Seconde Guerre mondiale, des problématiques tout simplement de terrain, de météo, de problèmes de rivières. C'est-à-dire, nous, on était sur des rivières, on savait que c'était les moments où, à l'époque, les Allemands étaient bloqués aussi pour des questions de crues, etc. C'est intéressant parce que ça montre qu'au-delà de l'aspect technologique, on est 70 ans ou 80 ans après, il y a des réalités géographiques qui sont fondamentales. Et c'est ma question maintenant, auquel j'en viens, Julien. Quels seraient les impacts aujourd'hui en termes de géographie? Quels seraient les gains? Qui serait gagnant entre l'Ukraine, les États-Unis, la Russie, si le Donbass sans Odessa est laissé aux Russes dans le cadre d'une négociation? Dans tous les cas, si le Donbass et la Crimée passent sous le giron russe, les Russes seront gagnants. Parce que ce sont des gains, et quand il y a des gains, t'es toujours gagnant. Donc ça, c'est la première chose. Forcément, l'Ukraine serait amputée d'une partie de son territoire, mais il y aurait peut-être une forme de soulagement du fait que si ça passait sous le giron russe, on va dire qu'il n'y aurait plus de problème. Ils n'auraient plus ça à gérer. Après, c'est une des parties les plus riches, c'est l'accès à la mer. C'est tout le problème. C'est pour ça qu'ils seraient de facto perdants, parce que ça reste une perte. Ensuite, pour les États-Unis, ce qui les inquiète, c'est toujours les volontés impériales de la Russie. Donc, dès qu'il y a une logique de grignoter du territoire, il y a toujours cette idée qui est très présente chez les néoconservateurs américains, comme par exemple Brzezinski ou comme John Bolton, c'est le fait d'avoir un jour la possibilité d'une Russie qui récupère le territoire de l'Union soviétique, ce qui est pour moi totalement impossible. La peur sur les pays baltes, par exemple. La peur sur les pays baltes, mais c'est comprendre, ou du moins c'est ne pas comprendre que le cas ukrainien était bien particulier, et que le cas ukrainien est très différent du cas des pays baltes. Ce qui a gêné principalement la Russie, c'est une dimension très simple, c'est l'hyper-extension des pays de l'OTAN. Et ils avaient prévenu à de multiples reprises. C'est pas comme si la guerre en Ukraine pouvait être considérée comme une surprise. Les Russes avaient plusieurs fois souligné et affirmé qu'ils ne voulaient pas que, quasi à côté de chez eux, il y ait des bases de l'OTAN. Maintenant, justement, si on se projette, parce que il y a des gens, comme des journalistes ou autres, qui demandent qu'il y ait la paix depuis des années. Là, on peut potentiellement y arriver. Il s'avère que pour faire la paix, c'est de la diplomatie, avec des armes de l'autre côté pour de la dissuasion, et il y a un rapport de force, et à un moment, il y a des concessions de tous les côtés. Si on se projette, qu'est-ce qui, selon vous, justement, peut concrètement se passer, et on peut en débattre ensemble? Je fais un peu la jonction. Les Occidentaux, eux, ont intérêt à un cessez-le-feu. C'est-à-dire des frontières qui s'arrêtent maintenant, parce que ils ne veulent pas justement que la guerre continue. Les Occidentaux ne veulent globalement plus soutenir, ou ils ont du mal, de plus en plus de mal. Les Russes progressent un petit peu. Voilà. Donc ils ont intérêt à ce que ça s'arrête tout de suite. Là où la question de la paix durable, c'est une autre question. C'est autre chose. Mais sur l'arrêt brutal, c'est un cessez-le-feu qui prévaut aujourd'hui. Comme en 2014. Exactement. Comme en 2014. Maintenant, il y a aussi la dimension où Donald Trump, faut jamais oublier, mais Donald Trump, il disait la guerre c'est bad business. La guerre justement pour les intérêts américains directs, c'est pas quelque chose qu'il apprécie. Par contre la question de la reconstruction de l'Ukraine,
c'est autre chose. Et ça peut intervenir aussi dans la notion de la paix durable, parce que si on se projette, les coûts, réparations, la reconstruction de l'Ukraine, c'est 500 milliards d'euros. Et visiblement, il y a par exemple des sociétés comme BlackRock qui sont déjà positionnées dans les solutions qui sont proposées, et à la sensation que ça serait plutôt des forces européennes qui s'occuperaient de la sécurisation, oui, mais les entreprises américaines de la reconstruction, effectivement, de 500 milliards, ce qui est un petit peu scandaleux. Mais ce qui montre quoi ? Ce qui montre que c'est là où ils sont bons, les Américains. Derrière leur côté va-t-en-guerre, on arme l'Ukraine et tout, ils ont su déjà se projeter bien avant ceux qui demandaient la paix sur cette paix, pour l'anticiper et faire justement plutôt du business. On peut imaginer aussi que Bouygues y a pensé un petit peu. On sait qu'ils ont su aussi tenir la présence, même d'un point de vue médiatique, avec TF1 sur place. Moi, Julien, il y a un côté où, en fait, si on regarde un peu les plans qui sont donnés, bon, imaginons, ils vont se dire, on trace la ligne actuelle, et effectivement, Poutine, moi, j'ai la sensation qu'il aurait préféré avoir 6 ou 8 mois de plus, parce que depuis l'échec de la contre-offensive ukrainienne, depuis qu'il a amené 50 000 hommes justement pour récupérer Koursk, là, il est en train de progresser. S'il avait 6 ou 9 mois de plus, il pourrait aller plus loin. Certains disent qu'effectivement, il y aurait le coup d'Odessa, mais pour avoir couvert personnellement Kherson, où j'étais lorsque les forces russes l'occupaient, c'est des zones très compliquées. C'est pas juste une histoire sur une carte, etc. Et Kherson, ils l'ont perdu. Pour une question, c'est tout simplement justement de la rivière qui était très, très, très complexe à contrôler. Donc, il y a un aspect géographique. Mais ce que je veux dire, c'est que si on découpe les règles aujourd'hui, va se passer quoi ? Ils vont mettre des forces russes de ce côté. En face, il va falloir mettre des forces militaires. Donc, quelles peuvent-elles être ? C'est-à-dire, est-ce que c'est des Américains ? Est-ce que c'est des Européens ? Est-ce qu'effectivement, on arrive à trouver un dispositif qui fait sortir ça ? Je crois qu'on avait fait ça au Liban, des forces de l'OTAN. Ça veut dire que même si elles sont attaquées, il n'y a pas l'histoire qui fait qu'on est obligé de déclencher l'article, qui fait qu'on va rentrer en guerre avec la Russie. Et c'est long terme aussi. Tu parlais de paix durable tout à l'heure, c'était intéressant. Dans le fond, c'est la paix durable qui serait intéressant pour nous, parce que Poutine, étant donné qu'il a le temps long, si c'est un cessez-le-feu, il peut dans 6 ans mettre la machine. Et ça serait malin de sa part. Et il l'a fait. Et donc, derrière, c'est l'intégration à l'Union européenne. À l'OTAN. Voilà, et à l'OTAN. Alors l'OTAN, moi je rejoins ce qui était dit tout à l'heure, c'est niette. À mon avis, c'est niette, c'est certain. L'intégration à l'Union européenne, c'est une possibilité. Sauf que si on intègre l'Ukraine à l'Union européenne, on n'acceptera jamais un pays qui est occupé. Et donc l'Ukraine devra, elle, signer un papier qui va dire oui, je reconnais les frontières russes, qui va enclencher plein de choses. Il faut quand même dire aujourd'hui que les citoyens russes dans les oblasts et également en Crimée, moi j'avais vu des gens en Crimée qui me disaient le problème c'est qu'on ne peut pas voyager. N'étant pas reconnu la Crimée par justement la communauté internationale, etc., il y a énormément de pays où ne peuvent pas aller, donc faire du business, se développer, etc., c'est une problématique. Il y a quand même aujourd'hui des millions de personnes sur ces zones-là. Plusieurs choses. En fait, moi je crois fondamentalement qu'il faut oublier tous ces projets de l'Ukraine dans l'Union européenne ou dans l'OTAN, parce que bon, l'OTAN, comme tu as dit, c'est niette, c'est même pas négociable. Mais en fait, on sait très bien que si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, de facto, le pays va rentrer dans la sphère d'influence occidentale, et c'est ce que veut absolument pas la Russie. Il n'a pas vraiment mis une ligne rouge là-dessus, parce que dans l'Union européenne, ça ne le dérangerait pas tant que ça. Oui, mais dans l'Union européenne, le problème, c'est que... Il a accepté sur l'OTAN quand même avec la Finlande. On sait comment les choses se passent. C'est que si tu rentres dans l'Union européenne, après, il y a des possibilités de rentrer éventuellement dans l'OTAN, parce que les choses s'articulent bien. Donc pour moi, en fait, tout est une question de est-ce que l'Ukraine... de toute façon, si ça rentrait dans l'UE, ça serait un processus long, parce qu'aujourd'hui, en termes de corruption, etc., il leur faudra une quinzaine d'années. C'est ça, déjà processus long, va falloir tout reconstruire, ça va coûter des sommes astronomiques. Et en fait, je crois que les Occidentaux doivent juste comprendre une donnée essentielle, c'est que l'Ukraine, culturellement, ne peut pas faire partie de notre zone d'influence. Et il faut accepter le fait que l'Ukraine est plus proche de la Russie, d'un point de vue linguistique, culturel, idéologique même et religieux. Même cette base du Donbass qui était pour le coup russophone, parce qu'elles vivent pour le coup, ils sont très occidentaux du côté de l'ouest de l'Ukraine. C'est le problème, c'est que c'est un très grand pays. Mais le problème, c'est que je crois qu'il faut accepter qu'à un moment donné, il faut faire des concessions à l'ennemi politique, on pourrait dire, et je pense que c'est une très mauvaise idée de vouloir à tout prix augmenter cette sphère d'influence,
parce que à la fin, c'est des dommages considérables, c'est des pertes civiles énormes, et surtout que la Russie ne négociera pas sur ce point. Je suis assez d'accord. Après, là où je suis un peu plus mitigé, c'est que tout en partageant ton avis, ton analyse, moi je pense que les Occidentaux pourraient accepter que l'Union européenne rentre dans l'Ukraine, que ce sera leur objectif, qu'ils le feront avec l'avis des peuples ou contre l'avis des peuples. On y est habitué, on est encore en train de négocier avec la Turquie. Donc du côté européen, c'est pas ça qui va poser un problème en termes structurels. Du côté de Poutine, je pense quand même qu'il serait un grand gagnant aujourd'hui s'il arrive à faire reconnaître les zones qu'il a aujourd'hui d'influence. Et que l'Union européenne, s'il a des vraies garanties sur l'OTAN, que ça rentre dans l'UE ou pas, s'en moque un peu, parce qu'il a les meilleures zones, hormis l'Odessa, mais de toute façon, il a accès à la mer du Nord. Après, je pense qu'il ne faut pas négliger aussi que d'un point de vue diplomatique, les Occidentaux ne négocieront pas avec rien. C'est-à-dire que là, en ce moment, on voit qu'ils poussent justement aussi à une certaine forme d'escalade avec les Américains qui autorisent justement les Ukrainiens à tirer avec les missiles américains directement sur le sol russe. C'est une escalade que sont prêts à accepter les Occidentaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont justement là pour négocier aussi avec des arguments. Ça, Comment vous la jugez justement là-dessus ? Parce qu'on se rappelle de Macron en février, qui faisait un peu des dingueries, c'est-à-dire il disait on va envoyer des soldats, il était contesté dans la foulée, etc. Là, il y a aussi une forme de nouvelle d'escalade. Qui veut la paix prépare la guerre. Sur cette question-là, c'est un dicton qui vient vraiment de l'histoire des temps des hommes, mais pour le coup, ça marche. C'est-à-dire que Poutine ne négociera que dans le rapport de force, et tout ce qui sera concédé mais sera pris par Poutine. C'est évident. Donc, dès lors qu'on veut négocier avec Poutine, il faut lui montrer qu'il peut gagner sur ça, mais que sur ça, c'est une ligne rouge qu'il ne pourra pas dépasser. Et c'est toute la question ukrainienne à la base, où il y avait un flou sur là où Poutine pouvait aller. C'est-à-dire qu'il y avait un cessez-le-feu, mais l'Ukraine était effectivement un pays hybride dans lequel c'était un giron d'influence entre occidentaux et russes, et la question n'était pas tranchée. C'est intéressant parce que depuis le début, on n'a pas parlé de Zelensky. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'évolution dans les mentalités qui est qu'à 6 ou 9 mois, il fallait forcément passer par Zelensky. On sent quand même que ces dernières semaines, Zelensky, il est prêt à accepter le deal qu'on lui proposera. Je pense qu'il est fatigué. Il ne faut pas oublier que Zelensky, c'est pas un chef de guerre. C'est un très bon communicant. Ça, c'est une certitude. Tu le disais tout à l'heure, il a très bien su aller dans les différents pays occidentaux et à chaque fois à tenir un discours différent au regard de l'histoire de ces pays pour avoir des financements. Mais je pense qu'il est fatigué. Il y a l'usure de la guerre, l'usure du pouvoir. Et surtout, on n'a pas abordé un point qui est extrêmement important, c'est qu'il ne faut pas oublier que Poutine, quand il a décidé de lancer cette guerre, ce qu'il reprochait aussi, c'était la nazification de l'Ukraine. Il disait que le gouvernement ukrainien était tenu par des nazis. Et l'inquiétude que j'ai par rapport au plan américain, c'est quid de Zelensky ? C'est-à-dire que moi, je suis persuadé que Vladimir Poutine va, dans les négociations, demander à ce qu'il y ait des nouvelles élections en Ukraine et éventuellement mettre un candidat qui soit axé sur la ligne de Moscou. Parce que ça, c'est un peu l'angle mort qu'on a oublié d'aborder. Mais je ne pense pas que Vladimir Poutine, dans le jeu des négociations, va accepter la possibilité que Zelensky puisse rester au pouvoir, parce que ça a été au cœur de sa démarche, dans son narratif, qu'il a expliqué plusieurs fois aux Russes dans des très longues vidéos, que le problème, c'était la corruption du gouvernement ukrainien et leur lien avec certaines idéologies. Et de toute façon, il y a quand même deux choses. C'est que d'abord, l'élection présidentielle en Ukraine, elle a été repoussée, donc à un moment, il va bien falloir la tenir. Et ensuite, on a été habitués, nous, en 14-18, un chef de gouvernement durant une guerre, une fois la guerre terminée, en règle générale, il faut changer parce que les gens veulent passer à autre chose. Donc, de toute façon, ça va un petit peu dans le sens de l'histoire que Zelensky... Pourtant, il y a un paradoxe sur Zelensky, ce que parfois on oublie, mais c'est qu'avant la guerre, c'était pas quelqu'un qui était fondamentalement opposé aux questions russophones du Donbass et autres. Il y avait une prise en compte de ces sujets dans sa politique. Mais la guerre, après, a fortiori, l'a forcé à être strict et ferme. Mais à la base, Zelensky, c'est pas non plus le candidat qui va être... Parce que c'est aussi une construction. C'est une construction. Et d'ailleurs, qui fait que Vladimir Poutine a été surpris. Après, je pense qu'il a été très bien encadré. Faut pas oublier effectivement l'encadrement des Américains, de sociétés de communication et tout, autour de Volodymyr Zelensky. Ça ne fait pas tout, mais forcément, ça va te prendre en compte. Maintenant, on a vu un petit peu ça. Donc on voit, c'est intéressant que dans le fond, tout le monde est prêt à mettre un peu les cartes sur la table, qu'on va
regarder en chien de faïence, qu'on va montrer. Là, il y a un petit peu la question de l'arme nucléaire, etc. D'ailleurs, qui selon moi rappelle plus une chose, c'est de dire la Russie ne peut pas perdre. Bien sûr. Donc l'Ukraine ne peut pas gagner. C'est-à-dire que c'est ça le rapport. Vous êtes une force nucléaire, ça veut dire qu'en fait, la défaite de la Russie est impossible. Ou alors, ça veut dire qu'il n'y a plus de politique de dissuasion. D'ailleurs, ça ne serait pas une bonne chose pour nous, parce que si on se dit une force nucléaire, si elle s'effondre et qu'elle n'utilise pas l'arme nucléaire, notre propre force de dissuasion ne sera pas bonne. Donc ça veut dire qu'il y a un aspect, il y a un enjeu global. C'est pour ça qu'en termes de force nucléaire, on aime discuter entre nous. Mais maintenant, si ça ne se produit pas, si pour X ou Y raison, on sait que Trump, c'est un peu un deal maker, qu'est-ce que justement Donald Trump ferait ? Est-ce qu'il va vraiment rentrer bredouille à Washington en disant « je vous avais promis 24 heures », Poutine m'a envoyé me faire foutre. Est-ce que vraiment il est aussi isolationniste qu'on le dit en disant tant pis, je laisse les Ukrainiens se démerder? Faut faire attention parce que Donald Trump, il n'est pas si isolationniste qu'on pourrait le penser. Il faut pas oublier que c'est le président américain l'un des présidents américains qui a attribué le plus de sanctions à la Russie de Vladimir Poutine au cours de son mandat. Le seul point sur lequel je suis pas en accord avec Donald Trump, c'est par rapport à ce qu'on appelle le syndrome de la Havane. En gros, les Russes ont mis en place. J'ai regardé la série Netflix. Voilà, c'est pour expliquer très vite. Tu crois ou tu crois pas ? Moi, j'y crois totalement. En gros, tu peux expliquer à nos pour auditeurs. expliquer très rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre de diplomates américains qui se trouvaient dans des pays qui appartenaient à la sphère d'influence de la Russie, comme par exemple Cuba, puisque ça a commencé à Cuba, ont commencé à avoir des vertiges, à perdre parfois la vue. Et en fait, ça serait lié à une arme que la Russie a expérimentée, qui était déjà expérimentée pendant la guerre froide, qui sont des armes à micro-ondes, qui bombardent des micro-ondes sur des individus ciblés et qui peuvent causer des dégâts irréversibles. Et l'administration Trump avait refusé d'écouter les appels à l'aide, etc. Exactement, et l'administration Trump a fait la sourde oreille sur cette question-là, ce qui est très paradoxal parce que, comme je l'ai dit précédemment, d'un côté, Trump peut se montrer extrêmement dur envers la Russie. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui a livré des dispositifs Javelin avant la guerre, donc des dispositifs anti-chars. Il a fait aussi... qui ont fait vraiment la différence. Moi, je l'ai vu à Mariupol, on trouvait des Javelins dans le sol vraiment en permanence. C'est ce qui leur a permis justement de contrer un petit peu les avancées de chars russes au tout début de la guerre. C'est ça. Donc le point qui m'inquiète le plus, c'est que les Russes, depuis la guerre froide, ce sont des experts dans la subversion idéologique, des opérations de déstabilisation, des opérations clandestines, au même titre que les Américains d'ailleurs. Mais en cas on va dire de paix en Ukraine, j'ai bien peur que cela redonne à la Russie une forme à la fois de légitimité, mais aussi que ça va leur donner une sorte de carte blanche pour mener des opérations de ce type en Europe, parce que comme je l'ai dit précédemment, même s'il y a la paix demain en Ukraine, il va y avoir une amertume, notamment avec le cas de la France. Je le rappelle qu'on enregistre cette émission et qu'il y a de cela quelques jours, le Premier ministre britannique et Emmanuel Macron ont discuté de la possibilité d'envoyer des troupes sur place. Et ça restera bien entendu dans la tête de Vladimir Poutine. Et je pense que les relations dans les années à venir vont être d'une part néfastes, et surtout la France va devenir le théâtre d'activités de subversion de la Russie. Mais je poursuis, mais je dirais que il y a cette notion où il faut aussi réfléchir cette guerre à l'aune de la mondialisation. C'est-à-dire que c'est quand même aussi, c'est la première fois qu'on voit une grande bataille de ce type depuis que notre monde a pris cette envergure à la fois globalisée et mondialisée, et qu'à un moment, les intérêts économiques, les intérêts d'isolation économique d'un pays sont très forts, sont très prégnants. Et je pense que Donald Trump, qui a ce sens du business, qui a ce sens-là des intérêts économiques, sera conseillé, aura en tête que la rupture définitive avec Poutine et la Russie n'est pas possible. D'ailleurs, ça va être un point qu'on va aborder tout à l'heure sur la Chine, mais effectivement, on a cette sensation que tout le monde attendait cette élection de Donald Trump parce que tout le monde veut sortir de ce processus, parce qu'on est sur un essoufflement économique mondial, oui. On ne se retrouve pas avec des gagnants et des perdants.
ça n'aide pas les Chinois, ça n'aide pas les Indiens, ça n'a l'air d'aider personne. Ce conflit, même les Russes quand même, ils voudraient en sortir, ils ont pu créer le système SWIFT, ils sont en train de réorienter justement les routes de l'Asie, etc. Mais ils ont quand même un enjeu de développement économique Ce fameux train intérieur. maintenant. Le fameux train dont on a parlé sur notre site www.frontiermedia.fr, où effectivement, c'est une bande de 163 km entre l'Iran, la Russie, par l'Azerbaïdjan, et qui, à l'époque, ils l'utilisaient à travers des camions, des bus, et aujourd'hui, il va y avoir justement une ligne de train qui leur permet vraiment de rallier toute une partie du continent asiatique. Donc c'est intéressant comment ils sont projetés, mais en même temps, il y a un défi justement quand même de développement économique intérieur. Mais Julien, ma question c'est, si Poutine, en gros, envoie chier, pardonnez-moi l'expression, Donald Trump, est-ce que Trump il se retire ou est-ce qu'il lui dit « Ok, banco, je vais armer les Ukrainiens » et là, on va vraiment y aller sérieusement. Parce que là où je te rejoins, c'est que souvent quand on dit Poutine, c'est un pro-russe, etc., on oublie qu'en 2019, et Poutine l'a en tête, dans le désert de Donald Trump, dans le désert du Golan, il a donné l'ordre d'exécuter 100 Russes, 100 mercenaires russes qui faisaient face aux forces américaines. Et ça, Poutine, il l'a en tête. Ça veut dire que quand il sait intervenir, quand il veut intervenir, on l'a vu sur Soleimani en Iran, oui. Il le fait. Il le fait de façon ciblée, pas avec des drones comme Obama, etc. Mais tu le disais, c'est pas complètement isolationniste. Et là-dessus, justement, Laure Mandeville du Figaro a vu beaucoup des proches conseillers, des nouveaux conseillers, parce qu'en fait, souvent, il y a ceux qui voient Bolton et les autres, mais ça n'a rien à voir l'ancienne administration. Les nouveaux sont pas aussi isolationnistes. Et donc, il se dit quand même que dans les différents plans, l'idéal, ça serait évidemment de pousser la Russie, quitte à lui donner tout ce qu'elle veut, à rompre les relations avec la Chine. Ça, c'est le plan idyllique dans lequel Donald Trump aurait clairement le prix Nobel de la paix. Mais le pire, ça serait qu'il y ait un échec et que là, Donald Trump se dise « Là, on va vraiment armer les Ukrainiens et leur donner les moyens de reconquérir une partie du territoire. » Je pense que le problème, c'est que Donald Trump a fait de la question ukrainienne un véritable argument de campagne. C'est une force et une faiblesse. Voilà, c'est une force et une faiblesse. Ça peut le tuer ou ça peut le... Exactement. C'est-à-dire qu'il a vraiment martelé aux Américains, c'était quasiment à tous les meetings, le fait qu'il voulait arrêter cette guerre, qu'il ne voulait absolument pas qu'il y ait des soldats américains sur le terrain. Donc moi, je pense qu'il veut vraiment la paix. Et surtout, je pense qu'il veut le prix Nobel de la paix aussi, hein, parce qu'Obama l'a eu, pas lui. Enfin bon, bref, ça c'est pour des considérations d'ordre personnel. Le problème, c'est que Donald Trump a un caractère un peu impétueux, et même dans l'histoire américaine, on a des contre-exemples. Hein. Wilson ne voulait absolument pas que les États-Unis interviennent pendant la Première Guerre mondiale, et au final, il a changé son fusil d'épaule. Hein. Il s'est fait élire sur cette considération-là, et au final, c'est bien lui qui a envoyé les troupes directement sur place. Donc on n'est pas du tout à l'abri d'un changement de paradigme. Après, je crois quand même fondamentalement que la Russie est aussi épuisée par cette guerre. Il y a quelques jours, Vladimir Poutine a décidé de supprimer toutes les dettes de ceux qui pourraient s'engager dans le conflit, notamment des prêts immobiliers, etc. Parce que même lui, il commence à manquer d'hommes, hein, même si c'est un pays beaucoup plus grand que l'Ukraine et qu'il pourra y avoir constamment des nouveaux soldats. Il y a les Nord-Coréens maintenant. Voilà, il y a quand même l'appui des Nord-Coréens. Ce qui montre d'ailleurs, il faut le noter, que Poutine n'est pas tant soumis aux Chinois qu'on l'imagine, parce que ça dérange beaucoup la Chine, qu'il y ait eu un envoi justement de troupes nord-coréennes. Après, sur l'envoi des troupes nord-coréennes... mais c'est du gag, c'est de la comédie. Ouais, mais c'est comme tout à l'heure, quand tu disais on va envoyer des troupes françaises en Ukraine, c'est pour nettoyer le capot du camion. Ah oui, non, moi je pense que même ils vont servir de chair à canon, hein, parce que... c'était comme les Tchétchènes. Hein, voilà, ils savent très bien que les Nord-Coréens n'ont pas d'expérience de ça va combat. Leur en donner, en revanche. Ça va leur en donner. Et ils ont donné des obus, etc. Donc il y a aussi un échange de procédés quand même. Hein. Ils ont travaillé avec les Iraniens sur la question des drones et avec les Nord-Coréens. C'est certaines petites lignes rouges qu'a quand même franchi. Et d'ailleurs, ce qui est une très bonne chose, c'est que, on le sait, la relation entre Donald Trump et Kim Jong-un a été extrêmement mauvaise au départ, mais par la suite, ça s'est significativement amélioré parce que
Kim Jong-un, il faut savoir que en réalité, et même son frère, c'était pareil, ils adoraient les États-Unis. Son frère, qui d'ailleurs devait normalement devenir le leader suprême, a vu un refus catégorique de son père à la suite du fait qu'il est allé à Disneyland aux États-Unis. Donc à partir de là, il lui a dit c'est terminé, tu es trop pro-américain. Mais par exemple, Kim Jong-un est un fan invétéré de basket. Donc il a une espèce d'adoration pour les États-Unis. Il était très content que Donald Trump lui donne du crédit, qu'il vienne directement sur place. Et je pense que le fait que ça soit spécifiquement Donald Trump qui va être de retour aux affaires, ça va changer la donne. J'avais vu notamment que lorsqu'il avait perdu les élections en 2020, Kim Jong-un avait fait un communiqué dans lequel il disait ça y est, maintenant la relation avec les États-Unis, ça va de nouveau être une hostilité parce que moi je ne négocie qu'avec Donald Trump. Il le considérait d'ailleurs comme un ami. Alors après, dans le jeu des relations internationales, les amis, ça n'existe pas vraiment. Mais le fait que la personnalité même de Donald Trump soit de retour, ça va vraiment ouvrir des portes qui n'auraient même pas pu être ouvertes avec... Si par exemple ça avait été J.D. Vance, ça n'aurait pas été la même chose, avec la même vision. Et d'ailleurs, il est quand même plus anti-ukrainien que J.D. Vance, c'est beaucoup plus radical sur la question ukrainienne. En termes de discours, ses discours avant la campagne, là-dessus, il était très ferme. Oui, il est beaucoup plus dur que Donald Trump sur la question de l'Ukraine. Ça, c'est une certitude, mais... Tout va dépendre en fait de beaucoup de choses, c'est-à-dire à la fois de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, parce que là on assiste à une escalade. Il faut quand même dire que la Russie a utilisé un missile balistique intercontinental contre... infracontinental. Infracontinental, autant pour moi. Qui peut tirer à l'intérieur, mais qui ne pouvait pas tirer jusqu'à États-Unis. Autant pour moi, sans tête nucléaire. Parce qu'il y a beaucoup de médias qui ont fait l'erreur, donc je pense que j'ai véhiculé la fake news j'ai repris la fake news, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension du nucléaire, parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les gens imaginent que une arme nucléaire, elle est forcément ultra destructrice, et c'est pas forcément le cas, parce qu'on développe depuis les années 60-70 et surtout pendant la guerre froide ce qu'on appelle des têtes nucléaires tactiques, c'est-à-dire des ogives avec une puissance amoindrie, on pourrait dire. Alors ça reste quand même d'une grande puissance, ça peut détruire quand même une ville, et surtout c'est la symbolique de l'atome. Et ça, je pense que la Russie exclut la possibilité d'utiliser un Satan 2 ou quelque chose comme ça, qui est d'une force de destruction massive. Mais par contre, je pense qu'ils ont réfléchi sérieusement à la possibilité d'utiliser ce type de dispositif, parce que c'est vrai que pour le coup, ça calmerait tout le monde. Alors je vais vous donner moi un exemple que j'ai connu, parce que effectivement, d'un côté, il faut prendre très sérieusement la question de l'arme nucléaire. Le problème, c'est qu'elle n'est pas assez prise sérieusement, ce qui donc oblige Vladimir Poutine effectivement à la mettre en avant, la mettre en scène. Ça fait partie. On sait qu'ils ont réécrit une partie de leur doctrine nucléaire. Oui. Dans le fond, ce qu'ils ont fait cette semaine, ils l'avaient déjà dit il y a quelques mois, simplement ils l'ont montré en image, ce qui montre déjà que le passage à l'image, il est nécessaire, sinon les Occidentaux ne le comprennent pas. Et ce qu'il a mis en œuvre, c'est qu'il a commencé à évoquer le fait que cette fois-ci, il pouvait l'utiliser en prévention. C'est-à-dire que dans le cas où peut y avoir la potentialité d'une attaque qui serait massive, etc., d'utiliser cette arme nucléaire, ça c'est une nouveauté, c'est une sorte de défense de prévention. Et donc ça, je pense que c'était un peu la nouveauté. Mais pour ceux qui doutent qu'un jour ils puissent l'utiliser, moi j'ai l'expérience, j'avais beaucoup interviewé, rencontré de personnes haut placées de l'administration présidentielle de Vladimir Poutine. Donc c'est un peu le cabinet de l'Élysée. Voilà, c'est des gens qui travaillent avec l'équivalent d'un lexicoleur et qui me disaient souvent qu'ils étaient en colère parce qu'ils avaient trouvé que Vladimir Poutine était trop mou, qu'en 2014, il aurait dû continuer à envahir le Donbass, ne pas se retirer de Mariupol, et également qui disait à quel moment on envoie des troupes en Ukraine, qu'on perd des centaines de milliers d'hommes, alors qu'on a l'arme atomique, on devrait bombarder Kiev, ça calmerait tout le monde. Il y a des gens comme ça, et on oublie souvent que Vladimir Poutine aussi, c'est pas le régime Poutine, c'est le Kremlin, c'est-à-dire que c'est plus ça. Et donc, il est assez central à ce niveau-là. Alors, il en joue certainement pour montrer qu'il est sur un équilibre, mais il y a une envie de la population aussi de se dire à quoi bon perdre des centaines de milliers d'hommes quand de toute façon on pourra envoyer une bombe. Donc, c'est cet aspect effectivement où je pense qu'on l'a pas assez eu en tête sur le fait qu'il n'y a pas besoin de grandes émissions à la télévision russe pour, en fait, justement, que ça parle aux gens. Quand on est capable, nous, occidentaux, de faire des reportages, on va dire « Ah oui, les familles russes sont tristes parce que leur cousin, leur frère est mort, etc. » C'est une vraie chose, mais on devrait en conclure que se disent un des moyens qui, quand même, accélérerait les choses, c'est la bombe nucléaire.
Mais je ne crois pas non plus, et là, c'est le seul point sur lequel je rejoins Sébastien Lecornu, mais bon, il était interrogé par Christine Kelly, donc je pense qu'il a essayé de mettre les formes, où il disait, voilà, il ne faut pas avoir peur de la nucléaire, il faut être français, et être français, c'est pas commencer à angoisser. Ça, je pense que c'est important. Quel est ton regard, toi, sur cette escalade nucléaire ? Justement, tu permets de repréciser, premièrement, que Poutine, c'est pas l'extrême droite de son pays. Non. C'est toujours important de le redire. C'était Dugin dont on parlait tout à l'heure. C'est toujours important de le redire. C'est-à-dire que Poutine, il a fait la guerre aux nationalistes au sein de son propre pays. C'est-à-dire qu'il en a enfermé dans les prisons. Et Prigogine, il y a des gens qui sont beaucoup plus radicaux sur la question nucléaire, là où effectivement, en ce moment, Vladimir Poutine est en train de briser le tabou nucléaire, elle le présente, fait de la communication dessus, mais il y a des gens dans son pays qui, la question nucléaire, elle est déjà toute tracée depuis très longtemps. Ça permet aussi d'embrayer sur la question de Donald Trump, là dans l'immédiat. On parle de Donald Trump aujourd'hui, mais Donald Trump, il n'est pas au pouvoir encore. Donald Trump, il doit aussi... être investi le 20 janvier. Exactement, et Donald Trump, il va prendre une situation à partir du 20 janvier. Donc aujourd'hui, il doit aussi converger avec l'administration de Joe Biden pour faire en sorte que la situation qu'il va récupérer le 20 janvier, elle puisse le mettre en position de négocier et d'être fort. Donc c'est pour ça qu'on voit aussi que dans son discours, il est plus pareil que pendant la campagne. Il est obligé aujourd'hui de tempérer ses propos, il est obligé peut-être de les adoucir pour faire en sorte que ils se sont réunis encore dernièrement pour parler de cette question ukrainienne, pour faire en sorte de converger, d'arriver à une situation pour laquelle il va pouvoir justement mettre un gros coup de marteau à partir de sa prise de position. Alors Julien, qui sont les hommes clés autour de Donald Trump sur cette question ukrainienne ? Parce qu'on sait que c'est une histoire d'hommes aussi. Alors, je rajouterais aussi quelque chose d'important sur l'escalade nucléaire, c'est que Vladimir Poutine risque à un moment d'être dans une impasse. C'est-à-dire que plusieurs fois, il a changé la doctrine, ils l'ont mise en image, ils ont utilisé le missile en question. Et au bout d'un moment, en fait, si en parallèle, il y a toujours cette logique d'escalade, il sera obligé quasiment de l'utiliser. Il ne peut pas l'utiliser en permanence. Ouais. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, il passera pour un faucheton. Ouais. On dira, il n'est pas crédible. Et après, il y a une logique d'ego. Donc, moi, je pense que faut vraiment imaginer, faut vraiment sortir de cette possibilité de croire que ça ne peut pas exister, que les seules armes nucléaires qui vont être utilisées à l'échelle de l'histoire, ça a été Hiroshima et Nagasaki. En plus, ça induit une question de prolifération nucléaire. On va se retrouver avec beaucoup de pays qui vont vouloir obtenir l'arme nucléaire, etc. On habitue les esprits à ça, et évidemment, ça c'est quelque chose que personne ne souhaite. Et puis il y a Alison Graham qui a dit quelque chose de très intéressant, c'est que si à un moment donné vous prenez de plus en plus de pays qui disposent de l'arme atomique, qu'il y a une prolifération de l'arme nucléaire, et sur le temps long, mathématiquement, il y aura un moment donné où une de ces armes sera utilisée, où il y aura un accident nucléaire qui fera exploser une ogive. Hein. On est passé... c'est de la probabilité. Voilà, c'est une question de probabilité. Dans l'histoire, notamment pendant la guerre froide, on est passé à un cheveu parfois d'une guerre nucléaire mondialisée. Donc, faut que ce soit avec la crise des missiles de Cuba, mais il y a eu aussi un épisode où le sort de l'histoire dépend, je crois, d'un analyste qui a dû prendre la décision d'envoyer ou non des missiles. De Cuba, c'est ça. Hein. Il y avait la crise des missiles de Cuba, mais il y a aussi une autre affaire dont j'ai oublié le nom, mais qu'on et justement, peut retrouver facilement. Qui sont les hommes clés ? Alors, les hommes clés, pour moi, c'est pas ceux qu'on imagine. C'est-à-dire, c'est pas ce qui sera le nouveau chef de la CIA, etc. Pour moi, c'est Elon Musk. Aussi fou que ça puisse paraître. C'est-à-dire que Elon Musk, il est devenu en quelque sorte l'éminence grise de Donald Trump. Je dirais même qu'on assiste à quelque chose de très intéressant, c'est que plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'au final, c'est Elon Musk qui a été élu président des États-Unis. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai depuis quelques jours. On le voit par exemple du fait que Elon Musk agit beaucoup en ce moment par rapport à tout ce qui se passe au Royaume-Uni. Et j'ai l'impression que d'un point de vue médiatique et d'un point de vue des actions qu'il mène... Mais c'est un peu son Premier ministre. Ça veut dire qu'il prend les coups aussi. Ça veut dire qu'il va se mettre plus en avant. Peut-être que c'est une façon aussi de protéger Donald Trump. Mais c'est plutôt malin. Surtout qu'il ne peut pas se présenter à une élection parce qu'il est né en Afrique. Mais en fait, je trouve... Enfin, après, c'est un avis qui est purement personnel. Mais je trouve que même en ce moment, Elon Musk est encore plus mis en avant que Donald Trump, ce qui est en fait très efficace parce que, en quelque sorte, ça va devenir le nouvel épouvantail et Donald Trump pourra faire. Et je pense que d'ailleurs, ils ont œuvré en ce sens. Hein, ils sont assez intelligents les deux pour
pour le prévoir, mais je pense que faut pas oublier que c'est Elon Musk qui a déjà eu des premiers contacts, notamment avec l'Ukraine. Et il était au téléphone avec justement Donald Trump. Et puis lorsqu'ils ont eu Zelensky. Il a impacté pendant cette guerre, même avec la question de Starlink. Il ne faut pas oublier que pendant un moment, il avait notamment aussi fait beaucoup de sondages où il disait justement quelle est votre position sur le conflit ukrainien. Et il a des intérêts financiers possibles avec un pays, c'est la dernière partie de cette émission. Ce pays, potentiellement, c'est un pays dans lequel il a voulu rentrer à une époque. Beaucoup se sont cassés les dents chez les Américains, c'est la Chine. Quelle est ton opinion, justement, en France? Moi, vraiment, le moment où j'ai compris ça, c'est quand Steve Bannon est venu en 2018, justement en France, qu'il a fait un grand interview au Figaro, c'était à l'approche des élections européennes, et il a dit « Le sujet, c'est pas l'islamisme, c'est la Chine ». Je suis pas d'accord sur la question de l'islamisme, pas pour les mêmes raisons, mais vous sentiez cet élément vraiment important de cette question de la Chine. Quel est ton point de vue, Julien ? La Chine, je m'en méfie comme du loup blanc, personnellement. C'est toujours l'éternel oublié, mais qui monte et qui va devenir quasiment hégémonique, même si je suis persuadé d'une dimension, c'est que tu as beau être une puissance économique, militaire, à un moment donné, tu prends n'importe quel humain sur Terre, il préférera vivre aux États-Unis qu'en Chine. Il y avait un très bon article qui avait été écrit sur le site d'Opinion Unherd qui expliquait que la Chine voulait les avantages du capitalisme, mais sans les inconvénients, parce qu'ils veulent toujours avoir une chape de plomb sur la population et que les Chinois ne vivront jamais majoritairement comme des Américains, même s'il y a des zones... Comment tu vois cette perspective de la Chine dans le cadre des négociations à venir ? Dans le cadre de ces négociations à venir, en fait, pour moi, ce qui est intéressant avec la Chine, c'est qu'on focalise Chine, Taïwan, mais en fait, il y a d'autres acteurs qui peuvent faire pression sur la Chine, notamment la question japonaise. La question japonaise, c'est éminemment important. C'est une question notamment qui réfère aux îles, et énormément de conflits de souveraineté. On a même aujourd'hui des navires chinois qui ont la possibilité de creuser des îles, et toutes ces questions et ces impacts-là, parce que le Japon, aujourd'hui, pareil, des questions de remilitarisation. Oui, ils pensent à l'arme nucléaire aussi, parce qu'ils se disent je vais devoir me protéger. Et exactement, c'est des choses qui étaient des vrais tabous dans la société japonaise. La société japonaise qui a été pacifiée par les États-Unis, une société qui vraiment s'était éloignée de ces questions d'armée, de souveraineté. Aujourd'hui, au Japon, il y a même toute une frange de militants et de personnes politiques qui disent qu'il faut même s'émanciper des États-Unis parce qu'ils nous brident trop sur notre rapport à la Chine. Donc en fait, il y a d'autres acteurs aussi qu'il faut prendre en compte et qui vont venir impacter sûrement dans ces questions de négociation pour justement dire que le problème, c'est la Chine, c'est pas juste Taïwan. Et il y a un élément d'ailleurs, c'est que effectivement la Chine économiquement aujourd'hui est plutôt mal en point. Il y a la question de Taïwan aussi, Julien. Comment aujourd'hui tu regardes Taïwan par rapport à ce qui s'est passé en Ukraine et comment penses-tu que les Chinois sont en train de regarder ce qui s'est passé en Ukraine ? Je pense que les Chinois, c'est un peuple de malins et ils agissent sur le temps long. Ils s'en foutent si ça prend 50, 60, 70 ans, un siècle pour arriver à leur fin. Mais ils sont vraiment dans un paradigme qui est très différent des Occidentaux. Et je pense que quand ils ont vu l'invasion militaire russe en Ukraine, ça les a refroidis. Ils ont bien compris que quand même, une guerre c'est difficile, que derrière il y a les Occidentaux. Ils se sont quand même donné une date butoir, les Chinois, pour c'est ça. Le temps long, oui, mais il y a quand même la question de 2050. Je pense que pour la population aussi. Je pense que eux, ils vont agir par logique de subversion. Ouais. Je pense vraiment qu'ils ont tout intérêt, et d'ailleurs, d'un point de vue stratégique, je pense que les Chinois ont tout intérêt à œuvrer à Taïwan par des déstabilisations, par de la corruption, par tous ces moyens-là, hors militaire, pour justement arriver à récupérer l'île. Et je dirais même plus, c'est que je pense que les Chinois mènent un double jeu très malin, c'est-à-dire qu'ils multiplient les opérations militaires autour de Taïwan pour faire croire que le cœur de leur projet, c'est une invasion terrestre, alors qu'en réalité, tout se passe en sous-marin. Je crois qu'il y a 200 000, c'est les chiffres que j'ai vus ce matin dans Le Point, il y a 200 000 agents des services de renseignement chinois. Pour donner une idée, les États-Unis, c'est seulement 100 000, donc ils ont le double. Donc ils vont vraiment œuvrer pour déstabiliser Taïwan sur ces questions. Quelles sont les forces aujourd'hui de Taïwan ? Les forces de Taïwan, ce sont les semi-conducteurs. C'est-à-dire, c'est... Pour expliquer un peu... Alors, les semi-conducteurs, ce sont des puces qui nécessitent un grand savoir-faire technologique que l'on retrouve dans la plupart des biens manufacturés. Et 90% des semi-conducteurs, c'est ça ? C'est ça, au monde sont produits par Taïwan. Voilà, c'est ça. Ce sont, et tout le monde en a besoin, en fait. Tout le monde en a besoin. Donc, de toute façon... Mais pourquoi on a été incapable
Alors nous, en Europe, de toute façon, on perd tous nos fleurons, donc se lancer dans un nouveau projet, c'était impensable. Je pense que les Américains commençaient à le vouloir. Parce qu'ils comprennent. Et ils sont en train d'ailleurs de relocaliser une partie de la production directement aux États-Unis. Oui, parce que de toute façon, c'était une mauvaise stratégie, Chine ou pas, d'avoir tous ces œufs dans un même panier. C'était complètement délirant que les États-Unis, qui ont en plus des fleurons technologiques comme Apple, Microsoft, n'aient pas fait en sorte de produire leurs propres semi-conducteurs et qu'ils n'aient pas fait en sorte d'avoir la technologie. Alors que les États-Unis, notamment sur la question de la médecine, ils ont 10 ans d'avance sur nous. Donc, ou même au MIT, etc., ils ont des vrais cerveaux. Et en plus, il y a beaucoup d'Européens qui s'installent aux États-Unis. Et d'ailleurs, Musk veut œuvrer en ce sens pour faciliter les visas pour des Européens qui veulent s'installer dans le pays. Donc, ils vont œuvrer pour les semi-conducteurs parce qu'ils savent qu'à terme, ils perdront Taïwan, quoi qu'il arrive, que ce soit militairement, par la subversion. Et à partir de là, ça va grincer des dents. Et la Chine, c'est intéressant de regarder parce que ce qu'on voit, c'est qu'étant donné qu'ils ont une problématique d'exportation et des problématiques intérieures, un de leurs débouchés, c'est l'Europe aujourd'hui, via différents pays, notamment via la Hongrie aussi, d'Orban. On peut partager beaucoup de choses, mais on peut souligner cet élément-là un petit peu plus problématique. Dernière question pour vous deux, est-ce que vous auriez un livre géopolitique à conseiller à ceux qui nous regardent, qui voudraient soit acquérir les bases, soit faire un focus sur un sujet qui semble important, voilà, pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde? Alors moi, je ne vais pas être original, mais... Non, ça sera le choc des civilisations d'Huntington. Il y a beaucoup de... Et à lire en parallèle avec la fin de l'histoire de Fukuyama, parce qu'il n'avait pas tort sur tout. Oui, c'est les deux livres à lire forcément. Voilà, c'est vraiment les deux livres à lire. Et surtout, en fait, on peut trouver que la méthodologie d'Huntington n'est pas parfaite au niveau des civilisations, mais bon, ça, faut quand même se rendre compte qu'il a été visionnaire. Et surtout, il y a toute une partie qui est très intéressante du choc des civilisations, où Huntington prophétise le fait qu'il analyse en fait les résultats du Front National et de Jean-Marie Le Pen. Il parle de Jean-Marie Le Pen dans le livre, il est mentionné, et il dit que dans les années à venir, il va y avoir une montée des partis nationalistes en Europe. Et il a eu tout juste, puisqu'on l'a vu avec la Hongrie, l'Italie, alors que pourtant il avait rédigé son ouvrage bien avant tous ces mouvements-là. Donc il faut vraiment sortir de l'idée que le choc des civilisations, c'est juste une liste de civilisations. D'ailleurs, les gens qui ne l'ont pas lu, généralement, ça se voit vite, parce que ça va beaucoup plus loin que cette idée des différentes civilisations qui composent l'échiquier mondial. Donc moi, je conseillerais celui-là. Et La fin de l'histoire et le dernier des hommes, parce que Fukuyama a prophétisé un autre aspect, parce qu'il y a tout ce qui est la fin de l'histoire, mais le dernier des hommes, ça concerne tout ce qui est de l'ordre du transhumanisme. Donc ce sont vraiment les deux livres que je conseillerais. Et bien sûr, Le Grand Échiquier, qui complète et qui montre bien quelle a été la vision américaine, surtout des néoconservateurs. Moi, je conseille un livre, je l'ai retrouvé, qui est de Christian Greyling, qui s'appelle Le Grand Jeu, une lecture éclairée de la géopolitique. C'est un livre vraiment intéressant qui a aujourd'hui un tout petit peu ses limites quand même sur la question Russie-Ukraine, parce qu'il a été écrit c'est quelques mois avant. Mais c'est quelque chose qui est fondamentalement intéressant. C'est quelqu'un qui a un blog, en fait, qui continue d'alimenter son blog. Donc, on a la poursuite de ce livre, mais sur son blog. Mais c'est quelqu'un qui, en fait, a analysé la stratégie de Poutine depuis sa prise de pouvoir à juste avant la guerre, et qui, par la suite, sur son blog, a chroniqué comment est-ce que Poutine a, en fait, mis en échec tout ce qu'il avait construit pendant 20 ans. Et c'est vraiment intéressant de faire le prolongement à la fois de ce livre, qui, évidemment, il traite des questions de la Syrie à l'époque, il traite de la question de l'Iran, de comment est-ce que, je reviens sur cette théorie du Rimland et Heartland, où comment Poutine a transpercé de flèches toute la volonté américaine de contenir la Russie dans cet arc. Et par la suite, j'invite tout le monde à aller sur son blog et à voir comment lui, il a réussi à redétricoter d'une certaine manière les louanges qu'il a pu faire à un certain moment à Poutine, en disant que sur ça, c'est un énorme échec. Bah écoutez, c'est passionnant. Moi, je recommande Le Mage du Kremlin de Giuliano, qui est passionnant. Oui, mais c'est un roman où, en fait, pour être allé en Russie, etc., il y a presque des endroits précis, vraiment, vous êtes baigné dedans. Et c'est vraiment bien fait. Ça parle aussi bien, entre guillemets, aux pro-russes, pro-ukrainiens, que ceux qui connaissent pas, et ça vous plonge dans la complexité de justement la société russe. C'est un roman. C'est un roman, mais il s'inspire. C'est une façon
de raconter des vraies histoires à travers le roman et de comprendre la psychologie aussi un petit peu du régime de Poutine. Donc ça, c'est passionnant. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à nous donner vos conseils de lecture. Comme ça, vous le donnerez un petit peu à tout le monde. Écoutez, c'était passionnant comme émission. La prochaine émission géopolitique, on la fera sur quoi ? On peut la faire sur plein de sujets, hein. On peut la faire sur Taïwan, mine de rien, enfin vraiment analyser Taïwan. Tu connais bien le sujet de Taïwan ? Oui, Taïwan, je connais bien. Je connais tout. Et après, de quoi on pourrait parler ? Je pense qu'on pourrait la faire sur la question justement de l'Afrique subsaharienne, sur les enjeux, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quelle politique pour la France, avec évidemment Wagner, Africa Corps et autres, tout ce qui a pu se passer. Je pense que c'est une question vraiment, parce que ça va devenir aussi la sphère d'influence, là où aujourd'hui les nations vont pouvoir organiser des subversions sans qu'il y ait d'affrontement direct. Mais donnez-nous vos avis en commentaire. Si vous êtes au niveau de cette émission, c'est que vous êtes des auditeurs assidus, et donc donnez votre opinion en commentaire. On le lira. On lit Et si vous donnez beaucoup d'émissions, on travaillera, on préparera des émissions. En tout cas, au moment où il y a la diffusion de cette émission, toi Jules, tu étais encore ici. Et nous, Julien, nous sommes dans les Balkans en ce moment. On n'est pas dans le studio, on est dans les Balkans. Alors raconte-nous un petit peu ce qu'on est en train de faire. Eh ben, on va organiser... Non, parce qu'au moment de la diffusion, je m'inquiète pour vous. Pour raconter, on enregistre la vidéo parce qu'on l'avait promise. Juste avant, on est complètement à temps, elle est à jour. Juste avant de partir en reportage avec Julien. C'est ça, on va partir avec on est déjà actuellement, donc... on va aller, enfin je sais pas si je dois parler au futur. On va faire donc. On est en Serbie, on est en Bosnie, Slovénie, Albanie, Croatie, jusqu'en Turquie. Bulgarie, Turquie et Grèce. Route migratoire pendant 2 semaines et demie. Migratoire des Balkans. Passionnant. Donc je pense peut-être vous avez déjà vu des éléments qui ont été ici. Et toi, Jules, tu travailles sur nos prochaines enquêtes. Alors téléchargez l'application mobile Frontières. Je suis sûr qu'il y a énormément de choses passionnantes qui sont dedans. Peut-être qu'on a déjà tourné un podcast sur les Balkans, ou peut-être que c'est demain. Possible. On regarde pas, c'est génial, possible, un petit peu cette projection dans le futur. Vivement qu'on ait les Neuralink. Aussi bien on est en prison actuellement. Imaginez, mettez un commentaire en tout cas. On retrouvera aussi notre ami à un moment, peut-être Alexandre de Galzin, qui reviendra de congé pour venir parler de géopolitique. Non, c'est une blague. On parlera un peu de politique avec lui. Voilà, merci à tous. Pensez, c'est important, à participer à cette campagne d'abonnement. Vous devez être abonné à frontieresmedia.fr justement, il y a beaucoup d'offres. Vous devez également, si vous voulez participer à notre campagne de dons défiscalisés à 66%, acheter nos différents magazines. Il y a des anciens magazines, si vous ne les avez pas eus, il y a des promotions. N'oubliez pas que sur l'appli mobile, il y a de tout. Vous pouvez lire les formats numériques, etc. Et plus on a d'abonnés, plus on fera de choses. Voilà. En tout cas, merci à tous. Toujours autant de succès pour cette émission. Merci à Julien, merci à Jules. À bientôt. Bonne soirée.